faut-il se tourner vers les émergents et le premier d'entre eux, la Chine, pour déceler peut-être des sources d'espoir à court terme pour les investisseurs? C'est la question qu'on pose à Bruno Vanni, le président de Gemo Assets, à mes côtés en plateau. Bonjour Bruno. Bonjour. Spécialiste de l'investissement dans les marchés émergents. Au départ, c'était l'investissement action, c'est aussi l'investissement obligataire, je le rappelle, avec un nouveau fonds qui a été lancé il y a quelques mois à peine. Voilà, j'ai plus la date en tête. Ouais. Voilà, donc il y a aussi la partie obligataire désormais. Oui, est-ce que la Chine est une source d'espoir désormais pour les investisseurs, Bruno? On va dire à court terme, oui. Ne nous privons pas de bonnes nouvelles, même à court terme. Voilà, c'est vrai que depuis quelques semaines, l'ensemble des marchés mondiaux baisse fortement, à l'exception quand même de la Chine. Il faut le préciser. Sur le mois de juin, les marchés chinois, que ce soit à Hong Kong, mais surtout les marchés domestiques de Shanghai et de Shenzhen, on affiche des performances de l'ordre de 7-8% de hausse quand même. C'est quand même exceptionnel dans cet environnement très difficile que nous avons aujourd'hui. Alors pourquoi la Chine repart comme ça? Le premier point, c'est quand même on a vécu une période très très difficile en Chine au mois d'avril, mai, avec un Covid, des confinements à Pékin et surtout à Shanghai, qui sont maintenant plus ou moins quasiment totalement terminé, quoi. Alors, difficile de dire si le Covid peut revenir dans certaines régions, mais en tout cas, on a l'impression qu'on a vu le plus mauvais, et de fait, les entreprises ont repris leur activité. Tesla a repris ses activités à Shanghai. La ville a de nouveau revit normalement. Alors, face à ça, il y a un jeu, je dirais, de réouverture, clairement, quoi. Donc, et même les consommateurs sont un petit peu d'optimisme quand même à court terme. Là. Le côté revanche toujours qui joue. Exactement, après ces phases de confinement. Le confinement en Chine, c'est pas le confinement parisien, vous le savez bien. C'est quand même très très dur. Donc évidemment, la fin d'une période comme ça aussi difficile nous permet quand même d'être un peu plus optimiste à court terme. Encore pas difficile d'avoir une vision très 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 long terme aujourd'hui. Mais à court terme, voilà, on a un troisième trimestre qui devrait montrer une réaccélération économique. On a un quatrième trimestre qui va être ponctué, bien sûr, par le grand congrès du Parti communiste. Et on voit mal comment il y a 3000 et quelques dignitaires qui vont se réunir à Pékin pour ça. Et il faut qu'ils puissent se réunir. Voilà, ils puissent se réunir. Et si eux peuvent se réunir de manière tout à fait formelle et informelle, c'est sûr qu'on voit mal un confinement à Shanghai ou à Shenzhen, par exemple, au même moment, quoi. Donc, on peut estimer que politiquement, même, il n'y aura pas trop de Covid, entre guillemets, compris la fin de l'année. Le message, voilà le message politique. Par ailleurs, au niveau monétaire, on a quand même une banque centrale qui a les moyens de faire de la relance monétaire. Elle a commencé, mais c'est encore très modeste. Et ça, c'est une énorme différence par rapport au reste du monde, clairement, quoi, où on a plutôt les moyens de faire de la relance, de l'assouplissement monétaire, alors qu'on fait du resserrement ailleurs. Et j'ajouterais, même d'un point de vue fiscal, je dirais les finances chinoises sont suffisamment saines pour qu'on fasse également un peu de relance. On le voit un petit peu dans l'infrastructure aujourd'hui, mais tout ça pourrait être un peu plus important. Donc clairement, on a un cas pour une accélération économique, j'ai envie de dire, troisième et quatrième trimestre, peut-être pour aller toucher les 5% de croissance ou les 5,5% qui sont je dirais l'objectif affiché. Qui n'a pas été remis en cause jusqu'à présent. Mais peu importe, j'ai envie de dire, la tendance est vers quelque chose d'accélération, ce sera positif. Par ailleurs, les marchés chinois sont peu chers. Et alors voilà, comment on a envie de profiter de cette fenêtre d'opportunité? Est-ce qu'on a envie de jouer le plan de relance via les infrastructures, l'investissement, le côté un peu recette classique traditionnelle? Est-ce qu'on veut jouer la partie demande, consommation? Moi, je crois qu'un bon stock picking, même quasiment dans tous les secteurs, il y a vraiment des opportunités en ce moment, parce qu'il y a franchement, dans les secteurs qui sont peut-être moins à la mode, il y a eu des baisses très très fortes, et donc on peut y voir quand même des opportunités. J'ai envie de dire, d'un point de vue plus macro, c'est vrai que les marchés locaux, Shanghai, Shenzhen, les actions A, paraissent mieux orientées, parce que la liquidité est sans doute meilleure dans ces marchés, et qu'elles subissent moins le resserrement monétaire américain, notamment, par rapport à Hong Kong. Mais ayant dit ça, on a des valeurs, notamment les valeurs Internet, les Alibaba, Tencent, qui sont cotées à Hong Kong, qui ont énormément baissé depuis 18 mois ou 12 mois. Et là, on trouve qu'il y a des opportunités. Nous, notre stratégie, c'est d'être déjà surpondéré sur la Chine, parce qu'on est largement surpondéré dans nos fonds globaux. Et au sein de cette stratégie, vraiment de privilégier les actions A,
Et on en a sur les 38% qu'on a dans GEM Equity, on en a 17,5%, donc quasiment la moitié. Et sur les autres 20%, avoir une stratégie très Internet. On aime beaucoup Alibaba, le e-commerce, Alibaba, Tencent, Alibaba et plutôt JD, JD.com. D'accord. Pinduoduo aussi qu'on joue également dans GEM China. Donc des sociétés qui ont vraiment dérouillé entre guillemets et qui peuvent bénéficier d'un effet revanche. Et malgré la réglementation dure qui s'est abattue sur ces grandes plateformes, les modèles économiques sont toujours pourvoyeurs de valeur, de richesse pour l'investisseur. Ce pushback monumental qu'on a eu quand même l'année dernière, c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui il est quand même beaucoup moins fort. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Non. Encore une fois, toujours faire attention. Mais on sent bien que c'est moins le sujet de cette année. Alors parce que peut-être ça peut revenir plus tard. Et je dirais que par ailleurs, on ne voit pas, nous, ces business models comme étant totalement remis en cause. Alors, certes, la profitabilité qu'on pouvait espérer il y a 2 ans sur les 5 années à venir sera sans doute pas au rendez-vous, mais entre-temps, les titres ça a été pris en compte. Ça a été pris largement. Vous dites. Donc, de ce point de vue-là, on est assez confortable, je dirais. Hors Chine, et c'est très intéressant, effectivement, parce que la Chine, sur le plan de la politique monétaire, fait exception aujourd'hui. Bon, il y a le Japon dans les pays développés, mais la Chine dans les émergents qui est à l'inverse du reste de la sphère émergente, qui connaît des sujets d'inflation également. Et d'ailleurs, les banques centrales émergentes ont commencé à monter leur taux bien avant les grandes banques centrales des marchés développés. Où est-ce qu'on en est de ce cycle de resserrement des politiques monétaires ? Est-ce qu'il est mené de bonne façon, de manière appropriée ? Les émergents et l'inflation, c'est un sujet que les banques centrales des émergents connaissent. Absolument, elles connaissent. Elles ont payé pour voir depuis plusieurs décennies. Voilà. Donc, et c'est vrai que quand on regarde l'Amérique latine, qui est toujours l'enfant pauvre au niveau de l'inflation, on voit surtout au Brésil quand même une banque centrale qui a augmenté massivement ses taux d'intérêt presque avant tout le monde. On est passé de 2,75 à 12,75 aujourd'hui. Quand même une augmentation considérable. Et de fait, les chiffres d'inflation au Brésil commencent à piquer un petit peu également. Donc on pourrait peut-être anticiper en tout cas des taux qui pourraient rebaisser plutôt en début d'année prochaine qu'avant. Mais quand même, c'est assez exceptionnel, ce qu'ils font. Ils le payent cher. Quand même, l'économie étant pas en récession, mais vraiment la croissance est quasiment égale à zéro. Donc ça, c'est intéressant de le voir. Ailleurs en Asie, j'ai envie de dire, on a des inflations qui ont commencé à monter un peu plus tard. Donc on a des réactions des banques centrales un peu plus en retard, je dois dire. D'accord. Et on le voit bien en Inde, où on a monté les taux 2 fois depuis le mois de mai. La Banque centrale est encore un peu en retard. Je pense qu'elle va encore voir des augmentations de taux. Même chose, j'en dirais, dans un pays comme en Corée, par exemple. Ailleurs, comme en Indonésie, par exemple, c'est beaucoup moins un sujet. L'inflation est très contrôlée. Donc, quelque part, on ne s'attend pas à des hausses massives de taux. Vous faisiez un parallèle avec le Japon tout à l'heure. L'énorme différence, quand même, c'est que le yen, lui, est à la cave. La Banque centrale, la Chine a une politique monétaire assouplie. Le yuan, pas le yen, oui, bien sûr, est quasiment, est à un niveau quand même très, très élevé. Pas le même niveau de laxisme monétaire, on est d'accord. Tout à fait. Et ça offre... Dans ces gros émergents, vous savez, Brésil, Inde, où on est soit au terme peut-être d'une politique de resserrement monétaire, soit en phase de resserrement monétaire. Pour l'investisseur, ça offre quel type d'opportunités ? Quelques opportunités, je dois dire, peu quand même, parce que le marché indien a quand même très bien performé en relatif, même s'il a baissé un petit peu et qui commence un petit peu à sous-performer depuis quelques semaines, mais pas beaucoup. On a quand même des niveaux de valorisation qui ne sont pas tout à fait simples. Et les investisseurs locaux qui ont tenu ce marché avec des taux qui montent, risquent de switcher une partie de leurs actifs sur les obligations, ou en tout cas sur des produits fixes. Donc le marché, et à mon avis, va se maintenir plus ou moins à son niveau. Alors les bonnes nouvelles, c'est quand même que l'économie fonctionne relativement bien quand même en Inde. On a moins de problématiques de Covid comme on peut l'avoir en Chine. La politique Covid a été assez laxiste quelque part, et qu'il y a une immunité collective qui s'est développée. Donc pas très inquiet, même si on n'attend pas grand-chose sur le marché indien, en tout cas pour les prochains 6 mois. Au Brésil, c'est plus compliqué avec les élections, mais le marché est très bas quand même. L'Amérique latine, de fait, beaucoup baissé. Alors pour les autres pays, c'est plus pour des raisons politiques qui sont compliquées à moyen terme. Au Brésil, c'est plus compliqué, mais à court terme, mais j'ai envie de dire le choix entre les deux, et entre Bolsonaro d'une part et
Et Lula d'autre part. Lequel est le plus mauvais? On ne sait pas trop. Oui. Finalement, le marché va moins s'inquiéter de ce sujet. C'est un partout balle au centre pour les investisseurs. C'est un peu ça. Le thème matière première, alors, qui est un thème double face dans les émergents, il y a ceux qui en produisent, ceux qui en consomment. Ça reste un thème d'investissement à privilégier aujourd'hui, sous l'aspect énergétique, par exemple. Alors, sur l'aspect métaux, ça dépend un peu de la Chine. Clairement, si on a une bonne relance assez forte, on pourra peut-être avoir quelques opportunités dans le minerai de fer, notamment. C'est pas le cas aujourd'hui. Clairement, tous ces titres-là ont beaucoup rebaissé dans la perspective de stagflation américaine ou européenne. Le cuivre a envoyé un signal identique, effectivement. Nous envoie un message non équivoque. Encore ça, il y a peut-être des opportunités parce que comme on a beaucoup baissé, que la Chine risque de repartir à court terme, peut-être qu'il y a des choses à faire à court terme. C'est moins notre sujet parce qu'on préfère investir sur le plus long terme. Par contre, l'énergie, c'est un autre sujet. Là, il y a une dimension structurelle, je trouve, dans l'énergie qui est intéressante, parce qu'il y a beaucoup de manque d'investissement quand même dans ce secteur, qui nous font dire clairement que le pétrole va rester à des niveaux plus élevés qu'avant, en tout cas, autour des $100. Et ça, c'est négatif pour les gros importateurs, et on pense souvent à l'Inde qui a un impact assez fort sur sa balance courante, mais moins sur la balance fiscale. Alors c'était le cas avant parce qu'elle subventionnait clairement le prix de l'essence, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc on n'avait pas le double effet, on avait le double effet avant, on l'a beaucoup moins aujourd'hui. Donc l'impact est quand même moins élevé. Par ailleurs, l'Inde exporte beaucoup, que ce soit services. Il y a des millions d'Indiens qui travaillent à l'extérieur du pays et qui renvoient bien sûr de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle ces remittances qui sont importantes, permettent à la balance courante d'être un peu moins équilibrée. Mais ça reste quand même un sujet, il faut bien sûr le regarder. Après, le sujet politique, c'est l'Inde ou la Chine qui achètent du pétrole à la Russie et qui le payent donc moins cher. Donc l'énergie est vraiment un sujet plus global, que géopolitique, bien évidemment, avec une reprise de la consommation de charbon en Chine qui permet de limiter le coût énergétique de l'industrie chinoise. Alors peut-être c'est positif pour certaines de ces entreprises, c'est pas forcément positif pour la visibilité à Pékin. Ils s'embarrassent pas des mêmes problématiques que nous, mais ça peut revenir bien sûr, un sujet politique. Donc faisons attention là-dessus. Un pays qui est intéressant dans le cadre énergie, c'est bien sûr l'Arabie Saoudite. Qui a remplacé la Russie. Qui a remplacé un peu la Russie, bien évidemment, dans notre univers d'investissement, et qui est extrêmement intéressant, au-delà du pétrole, bien évidemment, parce que quand le pétrole est à $100, forcément, tout est plus facile, j'ai envie de dire, dans toute la région, dans tout le Moyen-Orient. Mais clairement, il y a une volonté politique pour une plus grande ouverture, pour une libéralisation. Et il ne se passe pas une semaine sans une introduction en bourse, sur la bourse de Riyad. Un marché financier qui est passé d'à peine $1 milliard par jour à aujourd'hui presque 3, 2,5-3 milliards de dollars de transactions par jour. C'est ce qu'on voit sur le CAC. Non, mais voilà. Et donc, 3 milliards d'euros d'échanges sur le CAC. On trouve ça, nous, extrêmement intéressant. Et on investit dans des banques en Arabie Saoudite, ou dans la bourse. Le Tadawul est coté en bourse, donc on l'a en portefeuille. La plateforme d'échange de la bourse de Riyad. Bon, merci beaucoup pour cet éclairage sur la sphère émergente. Bruno Vanier qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission, le président de Gemway Assets dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure ensemble en direct.